Bienvenue chez Ruche et Lofer. Ce soir, bien sûr, nous parlons du scrutin anticipé qui vient d'avoir lieu en Allemagne et qui consacre la victoire des conservateurs de la CDU. Juste derrière, l'AfD, parti d'extrême droite de Alice Weidel, risque de faire souffrir la CDU en offrant une opposition probablement virulente. L'économie allemande est à la peine. Et pourtant, ce sont surtout les questions d'immigration et de guerre en Ukraine qui auront dominé le scrutin. Le résultat de ce soir, avec d'un côté une CDU qui propose de soutenir encore plus l'Ukraine et de l'autre un AfD qui veut se désengager au maximum avec le soutien de Washington, risque de faire connaître aux géants de l'Union européenne un avenir assez turbulent. Santé, Jean-Daniel. Santé, David. Voilà, c'est notre petite marque de fabrique désormais. On se voit ce soir pour parler de ce qui vient de tomber, de la nouvelle qui vient de tomber, à savoir les résultats des élections anticipées législatives allemandes, qui sont tout à fait conformes au sondage qui donnait la CDU conservatrice gagnante, la AfD, qui est un parti qu'on qualifiera d'extrême droite, mais moi-même, je ne suis pas très convaincu de ce vocable. Et puis, de la troisième place dévolue au SPD, aux sociaux-démocrates. C'est un résultat conforme au résultat, mais au sondage, mais c'est un résultat aussi qui laisse prévoir des mois et enfin un avenir proche assez difficile pour l'Allemagne, qui est déjà en grande difficulté économique depuis déjà 2 ans, en état de récession économique, et avec une scène politique qui aujourd'hui, probablement sous les coups de boutoir de l'Amérique, de Trump et de Musk, qui a fortement encouragé le parti de l'AfD, qui est arrivé en deuxième place avec 19,5%, une Allemagne qui est tout à fait désorientée, on a l'impression, et qui vote à 30% pour un parti et pour un nouveau chef, Merz, qui est comment dire, un soutien déclaré de la guerre à la Russie, au maintien de l'Ukraine, etc. Et de l'autre côté, à 19,5%, donc juste après, Alice Weidel et l'AfD qui sont alors hyper déclarés contre la poursuite de la guerre. Et puis en dessous à 15%, le Scholz et la SPD qui, eux, sont une sorte d'entre-deux, quoi. Scholz qui jusqu'ici a gardé on peut dire, il a limité la casse dans l'attitude de l'Allemagne, qui n'a pas été trop belliciste par rapport à la Russie. Mais donc là, maintenant, on rentre dans une séquence où l'Allemagne va se retrouver probablement un peu paralysée entre des forces contraires et qui seront amenées à devoir acter probablement la fin de la guerre en Ukraine, qui sera vraisemblablement décidé entre Trump et Poutine, à l'exclusion de Zelensky et de l'Europe, quoi. Donc là, je pense que ce soir, on rentre dans une séquence allemande qui n'est pas franchement réjouissante, ni pour les Allemands, ni pour l'Europe, car, pour citer un grand politicien français qui s'appelait Clémenceau, et qui parlait de lui-même et de son Premier ministre, mais pour appliquer ça à l'Allemagne et à l'Europe, quand l'Allemagne pète, l'Europe pue. Bon, moi, j'avais tendance à dire que quand l'Allemagne tousse, l'Europe éternue. Voilà, C'est un peu Clémenceau était plus direct. c'est un peu la même, Ouais. c'est un peu la même notion. Moi, je pense qu'il y a déjà une ou deux observations qu'il faut faire par rapport aux résultats. Ce qui est intéressant, c'est que la participation était beaucoup plus élevée que la dernière fois, mais que ceci n'a pas eu une influence, semble-t-il, déterminante ou importante sur les résultats, qui, comme tu dis, correspondent parfaitement au sondage. La deuxième observation, c'est que malgré le coup de pouce appuyé, pas discret du tout, de l'administration Trump à l'AfD, encore quelques jours avant le scrutin, encore Ah le oui, 14 février à Munich, oui, oui, oui.
Ça non plus, ça n'a pas influencé le scrutin ou les résultats, la proportion entre les différents partis. Ça, c'est déjà des observations quand même de base, parce qu'on aurait pu s'attendre à une percée encore plus importante de l'AfD après Munich, puis aussi après l'attentat à la voiture bélier qui a été commis à Munich juste avant la réunion où Vance a parlé. Donc ça s'est pas produit, ce qui veut dire il y a quand même certainement une assez forte mobilisation dans la CDU qui a réussi plus ou moins à faire le plein de ses voix. L'AfD est restée plus ou moins au niveau où on l'attendait. Et puis les autres partis font à peu près ce qu'on attendait d'eux aussi. Évidemment, c'est une dégringolade phénoménale pour le SPD, mais enfin tout le monde s'y attendait. Maintenant, quels sont les enjeux majeurs? Quand même, aussi bien la CDU que l'AfD ont fait une campagne anti-immigration. Donc, c'est quand même d'abord sur ces sujets-là que vont jouer les prochaines années. C'est peut-être là où il risque d'avoir quelques difficultés pour faire une alliance, parce que de toute évidence, on va vers une alliance entre la coalition sortante Et la CDU. menée par le SPD et la CDU. Tous les partis ont exclu une alliance avec l'AfD. Alors après, qu'est-ce que ça signifie? Mais je crois que ça, c'est le problème que se reposait dans tous les cas de figure, sauf si l'AfD avait gagné ou une majorité absolue, ce qui est évidemment complètement irréaliste. Le problème de l'Allemagne, c'est le problème de toute l'Europe. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ces Américains qui arrivent et qui nous jettent de côté pour parler directement avec les Russes sur un sujet qui nous occupe en premier lieu. Et là, je ne crois pas que Merz soit arrivé avec des solutions différentes que celles de Scholz. Or, c'est quand même le grand sujet qui mobilise le continent. Le deuxième sujet, ça sera la question de l'industrie européenne de défense, de la constitution d'une Europe de la défense dans les prochaines années, notamment du point de vue industriel. Là, je pense qu'avec la CDU qui arrive au pouvoir, qui est évidemment proche des milieux économiques, il pourrait y avoir des évolutions favorables. Puis après, le troisième grand enjeu, c'est l'économie. L'économie allemande qui a été en récession à nouveau en 2024, pas beaucoup, hein. Ah ouais, mais ça suffit. 8%, le chômage n'est pas élevé non plus, je crois qu'il est autour de 6%. Donc c'est pas dramatique ce qui est en train de se passer. Mais il y a quand même eu une perte de compétitivité de l'industrie allemande. Et puis la question maintenant, c'est comment on peut, disons, ramener l'Allemagne, notamment l'industrie automobile, à ses niveaux de compétitivité, autrement qu'en dressant des barrières douanières vis-à-vis de la concurrence chinoise, comme l'Union européenne l'a fait l'été dernier, hein, en montant les tarifs, je crois, à plus de 30% selon les modèles de voitures électriques chinoises. Donc voilà un petit peu les enjeux. Et derrière tout ça, il y a évidemment la question des sanctions qui pèsent quand même lourd sur le coût de l'énergie, donc sur la compétitivité de l'industrie allemande. Voilà, je vois les enjeux à venir. Ouais, puis l'immigration, c'est aussi un enjeu absolument gigantesque, parce que l'immigration, elle est évidemment, on le sait aujourd'hui, c'est l'avenir de l'Allemagne. Il y a plus de fertilité, les Allemands ne font plus d'enfants comme partout en Europe, mais le taux de fécondité des Allemands est particulièrement bas. Il est autour d'1,2. En France, il est un peu plus élevé, à 1,5. Il est aussi en chute. Mais l'industrie allemande, qui est une industrie d'exportation, a besoin de bras. Et sans immigration, elle ne pourra simplement pas rester compétitive par rapport aux autres marchés de production, et surtout la Chine. Et donc, l'immigration, c'est pas du tout une question, comment est-ce qu'on peut dire ça, humanitaire ou sympathique pour les Allemands. C'est une question de pure économie dure. Et avec la fameuse phrase de Merkel en 2015, Wir schaffen das, en parlant de l'immigration qui arrivait disons, des conséquences du printemps arabe avec la Syrie et tous ces pays qui étaient tout d'un coup en train d'avoir des hémorragies de population.
de nouveau l'Allemagne qui est coutumière de ça en Europe, c'est-à-dire qu'elle ne consulte pas ses partenaires européens, elle prend des mesures qui sont propres à ses intérêts nationaux. Elle prend, sur le coup, sur l'immigration, c'était des mesures extrêmement euh, lourdes de conséquences, puisque tout d'un coup, l'Europe a été inondée, rien qu'à Belgrade. Hein, je pense que tu t'en souviens, on a quand même vu passer, en 2015, on a vu passer 1 million de réfugiés par Belgrade. Et tout ce million de réfugiés venait à l'appel de Angela Merkel, qui leur disait, mais venez chez nous parce que nous, tout simplement, on a besoin de vous, quoi. Et puis, l'AfD, c'est la croissance d'une Allemagne, notamment une Allemagne protestante d'Allemagne de l'Est, qui a fait des énormes efforts d'adaptation pour arriver au même niveau que l'Allemagne de l'Ouest, mais c'est pas encore fait, ça sera probablement jamais fait. Et tout d'un coup, à ces gens-là qui ont vécu dans une certaine homogénéité culturelle et, on va dire le mot ethnique, tout d'un coup, à ces gens-là, on a imposé des étrangers venus de loin, non pas des étrangers européens, chrétiens du Sud, mais quand même européens. C'est des étrangers tout à coup qui viennent de pays tout à fait lointains, avec des cultures très différentes. Et ça a provoqué des frictions telles qu'aujourd'hui, on a le parti de l'AfD qui arrive à pratiquement 20% de l'électorat. Et ça, c'est une thématique qui continuera de peser. À mesure que l'Allemagne va perdre en puissance démographique, eh ben, elle aura besoin de réfugiés et d'immigrés, et donc ça va continuer. Alors, c'est évidemment, le dossier de l'immigration est évidemment un dossier qui concerne l'ensemble de l'Europe, y compris la Suisse d'ailleurs. D'ailleurs, il y a une anecdote assez parlante sur le sujet. Lorsque Bachar el-Assad a été chassé du pouvoir à Damas, évidemment, beaucoup de gens dans la droite allemande se sont réjouis en disant « Ah, on va pouvoir renvoyer tous ces Syriens chez eux. » Et puis, le lendemain, on a remarqué que le système de santé allemand ne pouvait plus tourner quand les réfugiés syriens qui sont là comme médecins, comme infirmiers, comme aides-soignants, etc. Donc c'est bien, ça montre bien combien l'immigration est absolument indispensable. Et puis, malgré des choses, voilà, des intégrations ratées de certains individus, je crois que c'est vraiment des cas isolés comme le gars enfin l'attentat, la voiture piège, pas la voiture piégée, la voiture bélier. Il y a une dizaine de jours, et il y en a d'autres, des événements comme ça, pas seulement en Allemagne d'ailleurs. Maintenant, je crois que ce qu'il faut faire, c'est considérer ça comme des cas isolés. Mais d'un autre côté, on voit que ce que Merkel a dit, Wir schaffen das, ça a si mal marché dans l'ensemble. Oui, c'est évident. Mais on est toujours avec ça, avec l'Allemagne, on est quand même dans une situation démocratique très particulière. L'Allemagne n'est pas une vieille démocratie contrairement à la France ou à l'Angleterre. C'est un pays dans lequel la démocratie, elle a été imposée par la défaite de 45. Et cette démocratie-là, cette démocratie libérale parlementaire, elle fonctionne, mais elle fonctionne à condition que l'économie fonctionne. La démocratie en Allemagne, elle est quand même toujours un tout petit peu en sursis. La République de Weimar, c'était de nouveau un essai d'implémenter une authentique démocratie en Allemagne. Les marasmes économiques ont eu raison d'elle, pas seulement l'économie, mais l'économie a joué un énorme rôle. Et puis, avec la société en déliquescence après la Première Guerre mondiale, ça a donné naissance au nazisme. Oui, mais quand même, moi, je trouve que, je sais pas, depuis 1945, il y a quand même des institutions démocratiques qui sont solidement établies en Allemagne, avec un Parlement qui fonctionne, mieux qu'aux États-Unis d'ailleurs. Le Parlement a un vrai rôle en Allemagne, alors qu'aux États-Unis, plus tellement, avec un pouvoir judiciaire qui fonctionne également, des coalitions qui sont au pouvoir. Donc moi je trouve que le jeu démocratique fonctionne mal. Je ne pouvais absolument pas m'imaginer que l'Allemagne retourne, à moins d'un changement complet, dramatique. Je parle pas d'un retour au nazisme, ça c'est... Non, mais même un régime, une espèce d'autocratie forte, un Bismarck, j'imagine mal que quelque chose puisse se reproduire en Allemagne. Je crois que l'Allemagne est vraiment sur un chemin démocratique.
la difficulté pour l'Allemagne, c'est dans cette démocratie de retrouver une voie, un rôle international qui puisse être à la mesure de sa taille et surtout de la taille de son économie. Mais oui, Et ça, l'Allemagne, c'est l'Europe, hein. Bien sûr. Je dirais économie, un A politique. Ah oui, l'Allemagne, c'est vraiment c'est vraiment une sorte de paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a une économie qui est comme la troisième économie du monde. C'est États-Unis, Chine, Allemagne. C'est absolument incroyable pour un pays de à peine 80 millions d'habitants. Enfin, c'est tout à fait extraordinaire. Quand on pense aux autres pays qui la dépassent en taille et de très largement. Mais c'est un pays qui, à cause de son histoire, depuis 1945, n'est que ça, un géant économique, mais est un nain diplomatique, un nain militaire, un nain politique, et qui n'a en fait que ce levier qui est celui de l'économie, ce qui est quand même tout à fait bizarre pour une puissance de cette nature. Alors après, on peut se demander quelle est l'origine de cette faiblesse politique. Est-ce que c'est de l'autocensure ou est-ce que c'est parce qu'ils sont tenus en règne étroitement par leurs alliés, entre guillemets, ou voisins, qui ne veulent surtout pas d'une renaissance d'une Allemagne fière, consciente d'elle-même, consciente de ses intérêts, et puis désireuse de faire avancer ses pions et son influence dans le monde. Je sais pas. Moi, tout à l'heure, tu as dit l'Allemagne aujourd'hui, elle est quand même des institutions démocratiques qui fonctionnent. C'est l'évidence. On va même pas discuter de ça. Mais je ne suis pas certain que l'Allemagne est ce qu'on pourrait appeler un tempérament démocratique. Cette façon de réélire systématiquement des chanceliers à la queue leu depuis 80 ans maintenant, de ne jamais remettre en question les mesures, même difficiles, qu'on leur propose, ça me paraît quand même pas très démocratique au sens du comportement humain. C'est une fois qu'on a décidé une chose et qu'il vient du gouvernement, on le fait, on l'exécute en Allemagne. Il y a une discipline, une homogénéité du peuple qui est, pour moi, qui ne répond pas à l'exigence démocratique. Alors, si on est en France et qu'on est un petit peu à l'extrême inverse du spectre, où chaque décision du gouvernement est dépiautée, remise en question et donne lieu à des manifestations et des grèves, c'est peut-être pas ça non plus. Mais je pense qu'il y a en Allemagne des limitations fortes qui sont en train de se faire jour aujourd'hui, étant donné que l'AfD est quand même un parti qui a des propositions qui ne sont pas démocratiques par définition. Donc je suis pas tout à fait sûr que l'Allemagne soit une démocratie sur laquelle l'Europe puisse bâtir son avenir. Et je pense que ce qui est en train de se passer, c'est ce vote pour l'AfD, et puis aujourd'hui, ce qui risque de paraître dans les semaines et dans les mois qui viennent, une sorte d'éclatement des perspectives politiques. L'AfD va jouer son rôle d'opposition probablement avec beaucoup de virulence, d'autant plus que maintenant ils se savent appuyés par les États-Unis. Donc, je ne suis pas absolument certain. Je regarde cette évolution de ce qui se passe en Allemagne avec une économie qui tombe et une politique qui a tendance aujourd'hui à devenir ouvertement beaucoup plus, je ne sais pas comment dire, quel est le terme que je pourrais utiliser, mais disons, excité et faisant un peu fi des tabous d'autrefois, ça me paraît être de nature à avoir quelques doutes et quelques petits soucis. Bon, je suis pas sûr que je sois d'accord avec l'idée qu'ils n'ont pas le tempérament démocratique. Au contraire, moi, je trouve que ils ont réussi au cours des 80 dernières années à justement faire la preuve d'une mesure, une réserve à l'interne comme à l'externe, qui témoigne, à mon avis, plutôt justement de ce qu'on appellera un tempérament démocratique. Après, c'est sûr que les débats vont devenir un peu plus venimeux avec l'AfD qui va jouer son rôle d'opposition, mais ils ont 20%, hein, faut pas exagérer non plus. S'ils avaient 30%, ils auraient passé un peu plus de soucis. Mais l'un dans l'autre, je crains pas trop pour l'avenir démocratique. Ce qu'il faut évidemment
qui sera intéressant de voir dans les 3-4 prochaines années, c'est si cette coalition, c'est toujours difficile les coalitions en Allemagne, hein, parce que jamais des gens qui sont vraiment sur la même longueur d'onde idéologique et puis ça se fait de manière un peu grunlich à l'allemande. Un contrat de coalition, c'est des documents qu'on signe, on s'engage à faire un certain nombre de choses. Et puis quand même la CDU et l'SPD viennent d'horizons idéologiques très différents, et ça sera peut-être pas facile de trouver un compromis entre ceux qui voudront probablement plus de libéralisation et puis ceux qui voudront probablement plus de protection pour les travailleurs Ouais, et, et les chômeurs. Donc le risque qu'il y a, c'est que ces deux partis se discréditent encore plus au cours des 3-4 prochaines années et puis que ça fasse le lit de l'AfD. Ça on verra. Puis l'autre facteur qui lui est un facteur externe, c'est quand même le facteur américain. Moi, je trouve qu'il faut, oui. même si les Allemands ont très largement sous-traité, délocalisé leur politique étrangère à Bruxelles, encore qu'elle soit menée par une ancienne ministre de la Défense allemande, hein, Madame van der Leyen, qui est quand même le personnage principal pour ce qui est de la politique étrangère de l'Union européenne. Malgré cela, il y aura des choix politiques extrêmement difficiles à faire. Imaginons un scénario où les Russes et les Américains se mettent d'accord sur quelque chose par rapport à l'Ukraine et que une des dimensions du deal, ça soit un allègement des sanctions. Peut-être pas toutes les sanctions, certainement pas au départ, Ouais. mais on peut très bien imaginer qu'il y a un arrangement qui soit avantageux du point de vue économique pour les Américains, que les Russes offrent quelques contreparties, qu'ils acceptent par exemple que les Américains mettent la main sur les gisements de terres rares de l'Ukraine, des Oui. choses comme ça, et qu'en échange, Trump accepte de lever certaines sanctions, par exemple sur les produits énergétiques russes. Que va faire l'Allemagne? Ça serait complètement absurde d'un point de vue économique ou de politique réaliste de dire, bon, les Américains ont levé les sanctions, et ils recommencent à faire du commerce, y compris dans le domaine énergétique, avec la Russie, mais nous pas. Nous, alors, on est plus royalistes que le roi, on est des protestants jusqu'au boutistes qui faisons pas de compromis avec le diable, donc on maintient les sanctions. Évidemment qu'il y aura des pressions dans ce sens, notamment des voisins allemands du Nord, mais du point de vue allemand, ça serait encore se tirer une immense balle dans le pied, surtout si les Américains lâchent l'Europe. Là. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait si les Américains lèvent les sanctions ou lèvent certaines sanctions? Est-ce que l'Europe suit ou est-ce que l'Europe maintient son jusqu'au boutisme jusqu'à ce que la Russie ait libéré la Crimée et tous les territoires occupés dans le Donbass? Bah, aujourd'hui, hein, on a vu une décision, un plan européen de soutenir encore l'Ukraine à hauteur de 20 milliards, alors que la guerre est pratiquement déjà terminée. Enfin, Oui, alors bon, évidemment, il y aura la facture de la reconstruction, donc cet Ouais. argent pourra toujours être utilisé pour financer des entreprises européennes qui ensuite vont aller reconstruire. Exact. Maintenant, je pourrais aussi m'imaginer qu'il y aura une compétition le moment venu entre les entreprises européennes et les entreprises américaines, peut-être des entreprises turques, pour se partager le gâteau de la reconstruction. On a vu qu'on Mais est déjà en train d'essayer de positionner les entreprises américaines pour la reconstruction de Gaza, ce qui est quelque chose d'absolument surréaliste. complètement surréaliste. On pensait des bombes américaines qui ont détruit Gaza, mais c'est parfaitement envisageable que on demande aux Européens de payer des entreprises américaines pour reconstruire l'Ukraine un jour ou l'autre. Tout ça est Ouais. complètement envisageable. Ouais. Il y a des scénarios qui se présentent devant nous. On est quand même dans un début d'année 2025 où, en fait, on ne sait plus du tout ce qui se passe parce qu'il y a tellement d'informations qui sortent de la Maison-Blanche tous les jours, tout le temps. On est quand même plongé dans un brouillard très épais et Mais bien malin. moi, Pardon? moi, je- moi, je trouve pas tant que ça. Je sais bien c'est facile d'être submergé par les tirs en rafale des oukases de M. Trump. D'accord. Mais après, il y a quand même une image générale qui se dégage de tout ça, qui est l'image d'un gars qui croit pas au droit et à ces conneries-là, lui, hein,
mais qui croit au jeu de pouvoir. Ouais. Donc, on revient à une politique hyper réaliste, fondée sur les jeux de pouvoir. Et puis, pour Trump, il y a deux rivaux, c'est les Russes et les Chinois. Et donc, lui, ce qu'il va faire, pour lui, le jeu, il est à ce niveau-là. Les autres comptent pas. Ouais. Et Notamment après, les Allemands. il va laisser, il sera Notamment aussi, les Allemands. notamment les Allemands. Ouais. Et je dirais que les Européens, ce qui est triste, c'est que les Européens comptent encore moins que d'autres puissances régionales qui, eux, ont un rôle à jouer comme facteur de stabilisation dans leur région. Je pense aux Arabes, l'Arabie Saoudite, je pense à la Turquie, l'Inde, évidemment, d'autres pays un peu ailleurs dans le monde, des puissances régionales Ouais. qui auront, à mon avis, plus de marge de manœuvre dans la mesure où Trump s'intéresse au Moyen-Orient parce que, vu l'influence d'Israël et du lobby juif à Washington, il est obligé de s'y intéresser parce qu'il a reçu beaucoup d'argent Ouais, ouais. de membres importants de cette communauté-là. Mais à part, au-delà de ça, la Syrie, je veux dire, je crois que Trump a toujours pas compris pourquoi il y avait 2000 soldats ou 900, c'est pas Ouais, très ouais, ouais. en Syrie, et je pense qu'il serait prêt à laisser tomber ça. J'ai pas l'impression qu'il va se laisser entraîner dans une attaque contre l'Iran. Donc moi, je Non. vois quand même disons, une perspective générale, une stratégie, une stratégie. Je pense pas qu'il faut croire que Trump, il est en train de shoot from the hip, comme on dit en allemand, enfin en anglais. Donc Ouais. de tirer au jugé de manière spontanée, sans préparer. Moi, j'ai l'impression que toutes ces mesures qui ont été prises à la fois en politique intérieure ou en politique internationale, elles ont été soigneusement préparées, même si elles ont l'air d'être parfois aberrantes, Ouais. Assez toujours hirsutes, hein, pour assez certaines d'entre elles. outrancières. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est quand même le fruit d'une réflexion stratégique. Et puis, ce qui me paraît étonnant, ou presque inimaginable, c'est que personne, dans les ministères européens, par exemple, les services de renseignement, ministère de la Défense, ministère des Affaires étrangères, n'ait anticipé ce qui allait se produire. Ouais. Euh, Ah j'ai, ouais. j'ai assez fréquenté ces milieux-là. Je sais que en Allemagne, en France, mais un peu partout, les meilleurs esprits sont souvent entre les services de renseignement, les affaires étrangères, parfois la défense, et ces gens sont payés pour écrire des rapports qui anticipent ce qui va se passer. Alors là, il semble que, alors soit il y a une espèce d'autocensure, puis on a peur d'écrire ce qu'on croit puis ce qu'on pense parce qu'on a peur que ça soit mauvais pour la carrière, ou bien alors ils écrivent des rapports qui n'arrivent pas en Ils ne haut, sont qui sont pas pas lus. au sérieux en haut. Ouais. Ouais, ouais. Moi, je sais pas, hein, que je pourrais assez m'imaginer que ça soit plutôt la première option. Ces gens, comme les gens avaient probablement peur de dire à un moment, l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre, c'est de l'argent gaspillé. Il faut faire un cessez-le-feu le plus vite possible, parce que c'est ça qui est mieux pour l'Ukraine, puis pour nous les Européens, autrement ça va nous coûter des dizaines et des dizaines de milliards, des centaines de milliards, et puis c'est pas une guerre qu'on peut gagner. J'imagine quand même qu'il y a des analystes qui ont dû écrire ça. Bien alors, est-ce qu'ils ont eu peur? Oui, peut-être. Et puis, ou bien est-ce que certains l'ont dit et qu'on les a écartés parce que ça correspondait pas à la ligne idéologique? Je En tout pense que cas, le gouvernement d'un pays ça devient dangereux lorsque les gouvernants croient à leur propre propagande ouais. et à leur propre idéologie et ne se reposent pas sur les faits. Ouais. Et de la même manière, c'est pas possible qu'en Allemagne, il n'y ait pas des gens qui aient Ouais. écrit en disant attention, Trump arrive avec une philosophie complètement différente, il va faire la paix sur notre dos avec Poutine. Alors bon, ça se fait tout d'un coup, alors ils n'ont pas fait la paix, hein, on est encore loin de là, mais enfin, il y a une dynamique qui est en marche, et tout le monde a l'air d'être pris de court, Ouais. 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 des cris Ouais. d'orfraie, Ouais. et puis Ouais. ils disent mon Dieu, c'est terrible. Mais les gars, c'est pas possible que vous ayez pas vu ça venir. Euh, L'Ukraine, elle s'est invitée au premier rang dans ces élections en Allemagne. Elle sera au menu probablement de toute l'année. C'est quand même
ce sera l'année la plus importante. Et je dois dire que tu parles d'espèce d'ignorance, ou je sais pas comment qualifier ça en fait, de la part de l'Europe, que l'Europe est stupéfaite, qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Mais ils viennent d'élire en Allemagne un chancelier, enfin un nouveau chancelier, qui a comme programme d'intensifier le soutien à l'Ukraine et de poursuivre à fond la politique de confrontation avec la Russie. Mais c'est quand même, rien que ça, c'est quand même assez inquiétant. Parce que les faits indiquent depuis le début de cette guerre que c'était impossible de la gagner. Et là, il y a quand même, on parle aujourd'hui, on aime bien l'expression de biais cognitif. Il y a quand même un biais cognitif au niveau de l'Europe sur l'Ukraine qui, moi, j'avoue ne l'avoir jamais compris. Je n'ai jamais compris comment il est possible que l'Europe ait pu imaginer un jour ou l'autre qu'un type de ce type de conflit pouvait être gagné et qu'il y avait du mérite et du profit et un certain intérêt à pousser les Ukrainiens à se jeter dans la gueule du loup. Et aujourd'hui, il est évident que une bonne partie de l'attrait de l'AfD est due à la volonté affichée de l'AfD de trouver une solution avec les Russes, de retrouver un langage économique commun avec les Russes, de rouvrir les négociations sur le gaz, etc., probablement d'annuler des sanctions contre la Russie, qui serait complètement en faveur de l'intérêt national allemand et aussi en faveur de l'intérêt européen. Ouais, ben tu vois, on est, les détracteurs de cette opinion, de cette option, diront que c'est Munich, c'est s'aplatir devant l'ennemi, Bien sûr, c'est la c'est seule donner réponse. raison à l'agresseur. Donc, ils vont opposer un système de valeurs par rapport à cette perspective économique extrêmement réaliste. On est typiquement dans ce débat entre intérêt et valeur. Évidemment que l'intérêt européen, que l'intérêt de l'Allemagne, c'est de reprendre les achats surtout gaz, de pétrole, de gaz, mais pas seulement ça, à la Russie, et puis de lui vendre des Mercedes et des BMW, et puis tout le reste, évidemment, des machines et tout ça, évidemment. Mais effectivement, on arrive là avec des gens qui arrivent avec une vision idéologique complètement différente. Alors, est-ce que c'est lié à une espèce de populisme anti-russe qui resterait présent très fort dans la population allemande? Je me pose la question parce que l'Allemagne a toujours oscillé entre l'Est et l'Ouest. Hein. Bien sûr. D'ailleurs, on se souvient que une des raisons d'être de l'OTAN, je ne sais pas si elle est encore valide aujourd'hui, c'était to keep the Americans in, the Russians out, and the Germans down. Alors, pour le moment, ça a plutôt bien marché comme ça, si on veut. D'ailleurs, il y avait une lune de miel à l'époque de Merkel avec Poutine. Et puis ça, mais depuis Catherine, ou même avant Catherine, mais au moins depuis Catherine II, donc depuis le XVIIe siècle, on voit cet oscillement de l'Allemagne qui, de temps en temps, devient plus orientale, se rapproche de la Russie, après, est en conflit avec la Russie, se rapproche de l'Occident. On a vu ça à travers l'histoire, jusqu'au pacte germano-soviétique, évidemment. Même après la Première Guerre mondiale, le traité de Rapallo, faut se souvenir du traité de Rapallo, qui est un traité, je crois, qui était secret. Oui, le traité de Rapallo, c'est 1922, dans la ville sur le Cinque Terre. Exactement. Ouais. Et un traité auquel les dirigeants soviétiques ont été fidèles jusqu'en 91. La politique étrangère soviétique, elle a été fidèle à Rapallo, elle a été rapaliste de 1922 à 1991. Voilà. Donc, je suis presque surpris qu'il n'y ait pas plus de forces politiques en Allemagne maintenant qui disent, bon, stop, ces sanctions, c'est bien beau nous sacrifier pour les Ukrainiens, c'est les Américains qui nous ont demandé de le faire.
maintenant, ça suffit, il faut qu'on garde notre propre intérêt. Non, il semble que le combat des valeurs, ou de l'idéologie, selon, reste quand même très important pour une majorité d'Allemands. Ça c'est quand même, tu viens de sortir le mot idéologie. À partir du moment où le combat, disons, idéologique, ou le combat des idées ou des valeurs éclipse celui de l'intérêt national, on arrive dans une situation soviétique. Hein. Tout à coup, on commence à prendre des mesures économiques complètement absurdes, des mesures de politique étrangère complètement absurdes pour faire rentrer un rond dans un carré, c'est-à-dire pour être fidèle à une théorie politique, quoi, et à certains principes politiques, mais qui en fait ne correspondent pas dans la réalité aux intérêts des gens, tout simplement des gens. Je ne parle même pas des grandes entreprises, mais juste des gens dans la rue, quoi, de leur bien-être, de leur santé, de leur approvisionnement normal en nourriture, etc. Et là, c'est vrai que moi, quand je vois un type comme Merz qui va devenir chancelier, qui d'ailleurs vient du même monde que Alice Weidel, parce que Alice Weidel, c'est une ancienne de Goldman Sachs, et Merz, c'est un ancien de BlackRock. Donc, c'est les deux des grands financiers internationaux. Et c'est aussi un petit peu bizarre aussi. Ça fait réfléchir. Mais à partir du moment où des gens sont capables de prendre des mesures qui vont contre leurs intérêts à tous les niveaux, au niveau de l'intérêt de l'État, comme au celui des citoyens, pour défendre des vagues valeurs, au fait, qui sont assez désincarnées, qui sont assez abstraites, il y a de quoi vraiment se poser des questions. Oui, ce d'autant plus que si les valeurs, en l'occurrence, c'est la démocratie et le droit international, je veux dire, ça paraît extrêmement difficile de les mettre en œuvre, parce que je vois pas comment l'armée ukrainienne, même si elle est renforcée par tout ce que l'Europe compte de militaires encore capables de se battre, pourrait reprendre la Crimée et les territoires occupés par la Russie. On ne peut, l'Europe, même avec les États-Unis, n'a pas été capable de mettre la Russie à genoux, bien sûr. n'a pas été capable de donner suffisamment de soutien à l'Ukraine pour empêcher une avance qui n'est pas spectaculaire, qui n'est pas fulgurante, mais qui est constante des forces russes en direction du Dniepr. Donc, à quoi bon lutter pour des valeurs qui nous coûtent beaucoup de sacrifices et qu'on ne réussira jamais à accomplir? Ouais. Il faut mais jamais commencer. C'est pas une question qui traverse l'esprit de beaucoup d'Allemands aujourd'hui, à part ceux qui votent pour l'AfD, les quelques-uns qui votent pour les partis de gauche aussi, hein, parce que là, quand même, comme partout ailleurs, les extrêmes se rejoignent. Mais je vois pas. Et donc, je me demande si ce Merz sera un jour ou l'autre capable d'un retournement spectaculaire en disant, bon, on a investi beaucoup d'argent pour rien. Maintenant, soyons réalistes, aidons les Américains à mettre fin à ce conflit, aidons à la reconstruction de l'Ukraine, mais avec des entreprises allemandes aussi. Et puis pour ça, il faut qu'on soit dans le jeu. Et puis essayons de prendre l'ordre avec la Russie. C'est Jeffrey Sachs qui disait au Parlement européen, il n'y a pas longtemps, je crois que c'était la semaine passée, qui disait au Parlement européen, mais dites à vos dirigeants qu'il ne faut pas aller à Kiev. Dites-leur d'aller à Moscou. Absolument. Il faut vraiment voir cette intervention de Sachs à Bruxelles, elle est extraordinaire. Il y a une certaine condescendance parce qu'il parle aux Européens comme si c'était des petits-enfants, mais dans la réalité des faits, tu lui donnes un peu raison, parce que ce qui se passe depuis quelques années est quand même assez pathétique. Et il leur donne un cours de réalisme, en fait, tout simplement, de réalisme politique. Cette guerre n'aurait jamais pu être gagnée. Il fallait jamais la commencer, il fallait immédiatement trouver une porte de sortie. Et il répète cette phrase extraordinaire, je pense que tu as relevé cette phrase de Kissinger. Il est dangereux d'être un ennemi des États-Unis et il est fatal d'être leur ami. Voilà. Oui, j'ai relevé cette phrase. Et l'Allemagne, parce que la politique quand même, ça c'est aussi une chose extrême, tout à fait particulière. La politique de Trump par rapport à l'Allemagne, on peut dire qu'elle est en contradiction de tout ce qui se fait
depuis Washington par rapport à l'Allemagne depuis 1945. L'Allemagne a toujours été un pays dont on espérait, dont on attendait une obéissance absolue. De la même manière que pour les États-Unis, le Japon, c'est le port, le point d'entrée pour l'Asie, l'Allemagne est le point d'entrée pour l'Europe et surtout le point d'ancrage et le point de domination. Et donc, ils ont toujours tenté, et jusqu'ici avec succès, de maintenir l'Allemagne sous leur pouvoir. Et puis, depuis quelques années, ils l'ont quand même beaucoup violenté. Mettre Merkel sous écoute, de défoncer le Nord Stream, l'apport en gaz, vraiment de causer dommages économiques à leur principal allié européen, c'était extraordinaire. Et que l'Allemagne ne se soit pas révoltée d'une manière beaucoup plus nette est étonnant d'une part, mais d'autre part, ce qui est encore plus étonnant, c'est que c'est aujourd'hui Washington, qui encourage les Allemands à voter pour le parti qui veut dégager les Américains. Oui. C'est Alice Weidel qui disait on a une mentalité d'esclave par rapport au maître américain. Sur ce point-là, moi, je lui donne raison. Je pense que c'est vrai. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est fascinant de voir que c'est les Américains qui favorisent la femme qui veut se libérer de la tutelle américaine. Oui. Mais elle a fait 20%. Hein, donc, et puis là, la question qui va se poser, ça sera des vrais gros dilemmes politiques, géopolitiques pour Scholz, de savoir s'il va maintenir ces positions très idéologiques, ou bien s'il va essayer de développer une autre dynamique. Ça dépendra peut-être aussi de ce qui va se passer en France, hein, parce qu'on espère que, à mon avis, s'il doit se passer quelque chose, s'il doit y avoir des réajustements stratégiques, ça doit se faire dans le cadre du couple franco-allemand, qui marchait franchement pas très bien avec Scholz, ou avec Macron, hein, je sais pas trop où est le problème, probablement un peu des deux côtés. Et ça, c'est aussi un des aspects qu'il faudra voir, c'est comment Scholz pourra donner une impulsion européenne qui correspond peut-être mieux aux intérêts de l'Europe. Ça fait maintenant la 8e fois qu'on échange sur des sujets qui ont tous, qui sont connexes. Hein. On parle des États-Unis, de l'Europe, d'Allemagne. Plus on parle, plus on se dit qu'il y aura de quoi parler parce que il se passe tellement de choses cette année. On n'est même pas en mars. Ça va dans tous les sens. Je suis vraiment curieux de voir ce qui va se passer, ce qui nous attend, quoi. Pour l'instant, il y a franchement des raisons d'être, pour moi en tout cas, qui vis en Europe de l'Est, il y a des raisons d'être assez optimiste, de voir qu'il y a une possible fin de conflit en Ukraine, qui pourrait quand même beaucoup stabiliser et pacifier la situation. Mais on verra. Alors, lorsque j'ai envoyé mes vœux de nouvel an à certains collègues ambassadeurs, 2024, hein, il y a une année et une année et 2 mois maintenant, j'aurais dit, oui, essayons de prévoir ce qui va se passer en janvier 2025. Parce que c'était l'époque où tout le monde disait, ah, l'Ukraine, il faut battre Poutine et tout ça. Puis j'avais dit une des prévisions, il y a 2-3 choses. J'avais dit que Gaza serait rasé, ça je crois que c'était tombé assez juste. Puis j'avais dit, et probablement qu'en janvier 2025, Zelensky sera en exil en Grande-Bretagne. Alors, j'aurais peut-être quelques mois d'avance dans mes prédictions, mais j'ai l'impression que le moment devient quand même... le moment se rapproche. Quand on se fait traiter de dictateur par son principal sponsor, c'est pas bon. Oui, c'est que ça risque de pas durer longtemps. Maintenant, moi, je suis pas de ceux qui prônent un départ de Zelensky parce qu'on sait pas qui va venir à côté. Hein. Non, ce qu'il faut vraiment, c'est peu importe qui est au pouvoir en Ukraine. Je pense que le point principal, c'est un arrêt des combats. Bien sûr. Puis après, il faudra des élections. Mais bien sûr. Parce qu'il y a tellement d'armes, il y a tellement de factions, il y a des gens qui seront frustrés, des gens qui seront furieux. Moi, j'ai peur pour l'avenir de l'Ukraine. Bien sûr. Mais tu as vu que la Suisse a proposé d'envoyer 200 soldats pour aider au maintien de la paix.
Sur cette note positive, je crois qu'on va Oui, se oui, c'est souhaiter. notre brillantissime, généralissime Lucie qui a annoncé ça dans la presse dominicale. Oh mon Dieu! Eh ben, on est sauvés. Tout va bien. Allez, Allez, santé, santé, David. hein. Allez, à bientôt. Santé. Santé. C'était un épisode du podcast Ruche et Laufer. Chaque semaine, Jean-Daniel Ruche, ancien ambassadeur de Suisse, et David Laufer, écrivain suisse basé à Belgrade, commentent l'actualité, la géopolitique, l'histoire et la culture. À très bientôt pour un prochain épisode.